Madame, Monsieur, nous voici de retour sur ce plateau pour vous parler des accords de partenariat économique que signent les pays africains avec l'Union européenne. L'UE demande aux ACP de renoncer à lever des taxes de douane sur les importations de biens en provenance de l'Europe. Est-ce que la suppression des barrières douanières à l'importation n'est pas un risque? C'est évidemment un gros risque, surtout pour les pays où vraiment les droits de douane constituent une ressource très importante, représentent une part importante des ressources budgétaires. Et l'Afrique en général va perdre beaucoup, mais ça dépend des États. Et malheureusement, d'après les études publiées par le South Center, c'est un organisme officiel basé en Genève qui fait les études sur les pays sous-développés. Le Togo va beaucoup perdre. On estime à quelque chose de 230 millions d'euros à la fin des différentes phases de démantèlement des droits de douane. Et malheureusement, c'est le Togo qui perd le plus. Pourquoi? Bon, ça, je n'ai pas consulté tous les indicateurs qu'ils ont pris en compte pour évaluer cela. Mais vous allez voir que après le Togo suit le Sénégal. Donc, le Togo économiquement, le Togo par rapport au Sénégal. Voilà, et maintenant, on va voir que pour la perte des ressources, le Togo va perdre plus. Bon, je n'ai pas pu évaluer le taux de ces démantèlements sur le budget togolais ou bien sur le PIB, mais vraiment, c'est quelque chose. Mais le Togo ne peut pas trouver une passerelle pour combler ce déficit budgétaire? Oui, bon, en fait, ce n'est pas seulement le Togo qui Puisque c'est l'exemple que vous donnez. Oui. De façon générale, quand ils ont vu que cela va peser beaucoup sur les économies, ils ont dit que bon, les États devaient, l'Union européenne, les États devaient renforcer leur système fiscal. Vous voyez? Donc, bon, pour commencer, quand les négociateurs ont vu qu'il y aura vraiment de sérieux pertes, ils ont demandé à ce qu'il y ait une certaine compensation pour commencer. Et ils ont tiré et ils ont obtenu quelque chose de 6,5 milliards d'euros. Mais à l'analyse, finalement, qu'on a vu les différents composants de ce financement, on s'est rendu compte qu'en fait, en réalité, l'Union européenne n'ajoutait rien de plus. C'est en fait une sorte de recyclage du Fonds européen de développement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on pense que c'est à cause des APE qu'on a les 6,5 milliards, c'est tout faux, puisque sans les APE, le FED existe et va toujours pouvoir les 6,5 milliards. On peut parler là d'un jeu double? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est bon. Puisque si vous cherchez aujourd'hui, vous allez voir effectivement, ce n'est pas l'Union européenne, d'après ce que nous avons vu, n'ajoute pas quelque chose au fait. Donc, on peut dire que c'est un jeu double. Bon. Donc, la production... Bon, maintenant, si je vais ajouter, maintenant, à côté de ça, maintenant, ils disent qu'il faut renforcer le système fiscal. La pression fiscale devrait augmenter. Or, en réalité, regardez, ils ont dit que les APE, le démantèlement des droits de douane donnerait plus de pouvoir d'achat au pays. Mais si maintenant, pour compenser cela, il faut augmenter ou bien il faut avoir une pression fiscale plus forte. Donc déjà, ça enlève du pouvoir d'achat. Donc quelque part, c'est comme si, bon, c'est-à-dire que on refuse de faire payer les droits aux importateurs ou bien aux exportateurs et c'est nous qui allons encore subir ça. Donc franchement, on dirait que nous sommes là dans un cercle vicieux total, quoi. Mais quels sont les secteurs, les domaines qui seront le plus impactés? Bon, les domaines qui seront impactés, et d'après ce qu'ils ont dit, ils ont dit par exemple que le secteur agricole ne sera pas c'est-à-dire qu'il n'y aura pas importation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas suppression de droits de douane pour les importations du secteur agricole, puisque en fait c'est dans ce domaine que nous on pourrait être plus compétitifs. Là encore, il y a un problème, puisque
l'Union européenne a exclu le secteur agricole de ces négociations-là. Or, l'Union européenne subventionne très sérieusement le secteur agricole. Donc, c'est ces subventions-là qui font que les produits d'agriculture reviennent moins chers et donc déstabilisent nos produits ici. Qui crée une concurrence déloyale. On pouvait appeler ça concurrence déloyale, mais puisque on ne peut pas négocier ça, on ne peut pas parler de ça, puisque en fait, même à l'OMC, pour les négociations des accords de l'OMC, l'Union européenne a pris soin de réserver ce cas-là spécialement. Mais quand même, ces subventions énormes que l'Union européenne accorde à toutes ces exportations bénéficient à ces produits-là qui vont venir chez nous et perturber nos économies. Des exemples comme ça existe par exemple au Cameroun où la filière avicole vraiment a pâti sérieusement. Ça veut dire que nos États aussi sont appelés à subventionner leur agriculture. Voilà. Effectivement, lorsque vous voyez dans tous les accords de libre-échange, les États prennent soin de soutenir les industries ou les entreprises qui subissent plus de ces libre-échanges. Donc, or, vous allez trouver ça aux États-Unis, en Union européenne, ces mesures existent. Mais nous, est-ce que nos États ont cette capacité de subventionner? La question, est-ce que nos États ont les moyens? Non, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas pour subventionner. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, ce qu'on peut quand même... Les mesures voilà. qu'ils peuvent prendre nos États. Voilà. Donc, il y a quand même les mesures... Protéger la production locale. Justement, il y a des mesures de protection. Effectivement, il y a des mesures de protection. Et je peux citer 3. Il y a, par exemple, les droits et taxes de douane à l'exportation que les États peuvent, que l'Afrique peut taxer aux produits d'exportation lorsque, par exemple, pour ce qui concerne les industries naissantes ou pour les produits ou lorsque, par exemple, l'État a besoin des ressources supplémentaires spécifiques, ou bien lorsque, par exemple, le marché de l'industrie naissante est perturbé. Il y a aussi les mesures de sauvegarde bilatérale également qui permettent au pays de suspendre la libéralisation sur un produit donné. Et ça, c'est renouvelable, c'est 4 ans renouvelable une fois. Et il y a aussi des mesures de protection. Et ces mesures vont permettre de protéger une industrie naissante. Donc si par exemple un produit d'importation en provenance de l'Union européenne perturbe ou bien empêche l'établissement d'une industrie naissante, le pays ou l'Afrique peut prendre des mesures de protection pour une durée de 8 ans renouvelable, je crois. Donc il y a quand même ces mesures pour protéger l'industrie naissante. Donc c'est à nous maintenant de prendre des mesures pour vraiment bâtir cette industrie-là. Combien le Togo en a déjà prise justement, j'ai essayé de faire ces recherches, puisque je suis très intéressé, j'ai soutenu effectivement sur les accords de partenariat économique, donc j'ai essayé de faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'on fait. En réalité, aujourd'hui, si nous avons une politique commerciale, cette politique commerciale doit tenir compte des accords de partenariat économique. Mais lorsque tu vas aux informations, vraiment, c'est mitigé. Et puis, ceux qui sont vraiment concernés, les opérateurs économiques, ils ne savent rien. Mais ce n'est pas là-bas la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute non plus des organes de soutien au commerce, puisque aux informations, il s'est ressorti que même lorsque les opérateurs économiques sont invités pour prendre connaissance de ces accords, rarement ils viennent. Mais qu'ils le veuillent ou non, il n'y a pas que les APE. Il y a l'intégration africaine, la mondialisation, tous ces dispositifs aujourd'hui qu'on ne peut pas nier vont avoir des effets sur l'économie. Donc ils sont obligés d'avoir la notion du marketing global. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous êtes là, vous êtes national, vous avez bien occupé le terrain et puis donc vous êtes à l'aise. Non.
vous êtes menacés, que vous le veuillez ou non, par l'intégration africaine seulement et par la mondialisation. Donc, on doit qui vont impacter, qu'on le veuille ou non, nos économies. Mais il faut savoir une chose, toutes ces mesures-là, si on sait les prendre, ça va devenir des opportunités pour nous. Mais si nous fermons les yeux, ça sera une menace. Parce qu'au Togo, on est combien? 7 millions d'habitants. Mais la CEDEAO seulement fait plus de 50 millions. C'est donc un grand marché. Maintenant, si par exemple, on est là, et bon, on est là chez nous au Togo, bon, tout va bien, on va avoir des problèmes. Mais déjà, après... on a déjà des problèmes. Sur le plan national, il y a des concurrences très dures dans certains domaines. Oui. Le domaine financier, par exemple. En 2000, l'Union européenne et le groupe ACP signent l'accord de Cotonou avec un triple objectif: réduction de la pauvreté, développement durable et intégration régionale. Est-ce que ces objectifs ont-ils été atteints aujourd'hui? Bien, en matière vraiment de réduction de la pauvreté, il faut savoir d'abord que même cet objectif fait partie d'abord des OMD et des ODD. Et aux dernières nouvelles, en fait, pour ce qui concerne les informations que j'ai eues par l'application des OMD, effectivement, dans d'autres pays, il y a eu vraiment des effets favorables. Les mesures prises, les politiques mises en place ont permis de réduire le nombre de pauvres de moitié. Mais en Afrique, ce nombre a été effectivement réduit légèrement. Et le taux de pauvreté a été réduit, mais au même moment, on a assisté à un doublement du nombre de pauvres. Durant cette période, ça veut dire que les politiques n'ont pas été appropriées. Le nombre de pauvres en Afrique subsaharien a été doublé. Contrairement dans d'autres pays où ce nombre a chuté, même dans les grandes économies de l'Asie, ce nombre chez nous. Maintenant, ce qui est très grave maintenant, voilà des mesures qu'on prend qui vont encore aggraver la situation. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en... Qu'en est-il de l'intégration? L'intégration, c'est en fait un très bon dispositif qui, en principe, peut permettre la réalisation des économies d'échelle, peut permettre de produire en plus grand nombre. Si on met en place de vraies politiques en commerce international, en marketing global, pour conquérir le marché international. Enfin, l'objectif ou l'un des objectifs de l'accord de Cotonou, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Oui, mais là, c'est vrai. Déjà, je crois qu'il y a un programme ou un projet de soutien à l'intégration africaine, je crois, duquel est sorti, par exemple, le tarif extérieur. Ce qui m'a un peu embêté quand j'ai parcouru un peu rapidement le rapport, j'ai vu que, en fait, ce projet, lorsque vous prenez, par exemple, les parties prenantes, vous ne voyez pas les entreprises qui font l'intégration. Est-ce que c'est les bureaucrates? Est-ce que c'est l'administration? Puisque, en fait, ce projet concernait seulement l'administration. Ce sont les opérateurs économiques qui font l'intégration. Donc, c'est à eux, c'est leur capacité qui doit être renforcée. C'est leur capacité qui doit être renforcée pour qu'ils développent des avantages concurrentiels qui puissent... On peut parler de cette intégration, prenons l'exemple par exemple de la CEDEAO, la libre circulation des biens et des personnes. Oui, bon... C'est l'intégration réussie? Bon, on y va, mais je ne pense pas que ce serait dommage. Bon, pour moi, je ne suis pas très content qu'on dise que c'est l'APE qui va permettre l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Mais l'APE va accélérer cela. Pourquoi? Parce que vous imaginez qu'on soit en libre échange avec l'Union européenne, que le Togo, par exemple, soit en libre échange avec tous les 27 pays de l'Union européenne et qu'ils mettre des barrières douanières avec le pays comme le Bénin, bien la Côte d'Ivoire, ça n'a aucun sens. Donc, quelque part, les accords de partenariat économique vont accélérer donc, la mise en place de l'intégration africaine. Selon une analyse que je cite, dans l'histoire économique du monde moderne, aucun pays ne s'est industrialisé en ouvrant son économie à la concurrence internationale à un stade aussi précoce
comme le font les pays africains. Fin de citation. L'Afrique, un continent pas assez mûr pour le libre-échange, M. Patassé. Vraiment, je suis très content de cette question-là que vous me posez. Parce qu'effectivement, tous les pays sauf l'Union européenne, puisque eux, c'est la vieille économie industrielle, donc il n'y avait personne pour leur faire concurrence. Donc c'est le premier. Mais imaginez, les États-Unis, pour être un pays développé industriellement aujourd'hui, il a fallu à un certain moment augmenter substantiellement les droits de douane aux importations en provenance de l'Europe pour que les Européens soient obligés de délocaliser aux États-Unis, puisque les États-Unis, c'est un grand marché. C'est un grand marché. Donc, vous voulez vendre là-bas. Mais or, avec les droits de douane, vous n'êtes plus compétitif. Vous êtes obligé de délocaliser. Et en délocalisant, vous créez des emplois, vous utilisez des matières premières. Il y a plein de choses qui vont favoriser le développement. Récemment encore, le Brésil aussi, mais c'était pas possible d'entrer au Brésil, d'importer au Brésil. Les droits de douane étaient terribles au Brésil. Et ça a permis à un certain moment quand même l'essor du Brésil. Ça a été le cas au Mexique. Malheureusement, l'ALENA est venue démanteler tout ça et le Mexique aujourd'hui a des problèmes. Ça a été aussi le cas dans les pays de l'Asie, au Japon, en Corée, tout ça là. Mais attention, si vous importez quelque chose seulement, vous êtes... C'était terrible. Et c'est ça. Donc l'Afrique n'est pas prête pour le... Non, en réalité, si on veut faire un développement industriel, l'économie doit être protégée. Ça, c'est-à-dire que nous sommes qui pour faire exception. Puisque si vous êtes menacé, vous ne pouvez pas être compétitif. Mais malheureusement, on constate que l'Afrique a toujours été un continent ouvert. Après la colonisation, le contact avec l'Union européenne a été maintenu. Donc, ces accords-là, quand même, ont fait que... Entre-temps, même dans les accords de Lomé, je crois, il s'était prévu l'industrialisation de l'Afrique. Mais on ne sait pas pourquoi ça a été abandonné. Une dernière question pour finir rapidement. Oui. Comment les pays africains peuvent réussir à se développer de manière significative dans un contexte de coopération avec l'Union européenne? Oui, il y a des conditions, il y a des bases. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les trois phases de développement, ou bien les trois secteurs d'activité, d'abord l'activité de base, c'est l'agriculture, les matières premières extractives sur lesquelles on ne travaille pas mal. La deuxième phase, c'est l'industrialisation, donc la transformation des matières premières et des produits agricoles. Et la troisième phase, le secteur tertiaire, la commercialisation, le commerce des services. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'en Afrique, on a raté l'industrialisation, puisque les derniers rapports de l'ONUDI et de la CNUSED parus en 2011 disent que, par exemple, la part de l'industrie africaine ne représente qu'1%. Et par conséquent, elle ne peut objectivement penser pouvoir lutter contre la pauvreté. Mais l'information intéressante aujourd'hui, c'est que le secteur des services est devenu un élément important. Beaucoup de pays aujourd'hui se développent avec le secteur des services. Donc, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais seulement le secteur des services, ça nécessite de la haute compétence. Là-bas aussi, c'est de la haute compétence. Donc, toujours, la vraie base du développement, c'est l'éducation. Mais l'éducation volontaire, si par exemple, on laisse l'accès à ces hautes performances intellectuelles au privé. Combien, toi et moi, on a de l'argent pour investir et obtenir ce genre de compétences? Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Ce sera tout pour échange aujourd'hui. Merci, Constant Patassé, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes consultant en commerce international. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À bientôt pour un nouveau numéro de Échange.